Je reçois maintenant Michel Houellebecq, le phénomène des lettres françaises de cette fin de siècle. L'auteur des sulfureuses particules élémentaires dresse le bilan de son succès littéraire et nous parle de ses projets d'avenir. Bref, voici Houellebecq, un livre ouvert. Michel Houellebecq, bonsoir. Alors, on vous a demandé de venir parce que c'est la dernière émission, je dirais, comme les autres, après ces Cannes. Donc, on voulait que vous soyez notre dernier invité de l'année. Parce que vous avez marqué l'année, voilà. Oui, oui. Alors, les particules élémentaires, donc je rappelle, chez Flammarion, sous la direction littéraire de Raphaël Sorin. Alors évidemment, ce qui a, disons, été le plus étonnant dans le bouquin, c'est cette espèce de haine de la permissivité héritée de 68 et le fait que la fin de l'autorité, la fin de la religion, la fin du couple, bah, ça rend les gens dingues et si j'ai bien compris, ils deviennent des particules élémentaires, un peu des électrons libres comme ça. Alors ça a effectivement été choquant parce que c'est vrai. Et la deuxième chose qui a aussi choqué les gens, c'est finalement ce que vous disiez sur le clonage, en disant qu'il fallait dépasser la dichotomie eugénisme égale nazisme pour aller plus loin. Et vous disiez même que vous étiez plus choqué par l'avortement que par le clonage. Voilà. Alors, j'en arrive maintenant à ma question. Ce n'est pas moi qui parle, c'est le personnage, avez-vous souvent répété. Donc il y a eu cette ambiguïté qui fait que le roman de Houellebecq est devenu l'affaire Houellebecq. Oui. Mais en fait, j'aimerais bien que vous... Tranquillement, enfin, comment vous avez vécu ça? C'est-à-dire que vous avez passé votre temps, finalement, à répondre sur des interviews précédentes et à vous justifier de ce que disaient vos personnages. En fait, le clonage, ça jouait une toute petite place dans le roman. C'est-à-dire que j'ai mis un prologue et un épilogue qui répondaient au prologue, qui sont un peu indépendants du roman, et où on bascule dans la science-fiction, en fait, par le clonage et l'immortalité. Et je ne pensais pas que ça ferait un effet aussi foudroyant, que tout le monde me parlerait de ça. Pour moi, c'était une espèce d'hypothèse, quelque chose de littéraire pour rajouter une espèce d'éclairage au roman, quoi. Et en fait, tout le monde a beaucoup insisté. Tout le monde a parlé de ça parce que c'est vrai que la littérature s'empare tellement rarement de la modernité, de l'avenir, de la science. C'est ce qui se passe en ce moment avec le bouquin de Dantec. Vous avez sûrement lu Babylon Baby. C'est-à-dire que d'un seul coup, les gens sont surpris, et c'est bien, parce que la littérature, au lieu de raconter des petites intrigues de coucherie à droite et à gauche, raconte la réalité d'aujourd'hui. Et bon, en fait, pour moi, c'était de la science-fiction, mais je me suis demandé si c'était une si mauvaise idée, le clonage, tout compte fait. Et au fond, bon, j'étais surpris au départ, que tout le monde déteste ça à un tel point, que l'idée soit si choquante. Donc j'y ai repensé, puis je me suis dit, pourquoi pas, oui, une reproduction par clonage. Ah oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. C'est vrai que ça ne me choque pas énormément. Vous étiez sans doute le premier à en parler dans la littérature de cette... Oui, sûrement. C'est pour ça que ça a fait ce choc-là. Et puis aussi, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire cette remise en question de l'héritage de 68, où je caricature, certes, mais enfin, dans votre roman, les serial killers sont quelque part les héritiers des hippies. Donc c'est vrai que c'est des choses qui sont difficiles à entendre pour les... Oui, mais ça fait quand même... Là aussi, je pensais que ça serait plus calme, parce que je m'étais dit que 68, ça faisait quand même 30 ans. Donc on pouvait en parler calmement, comme d'un truc appartenant à l'histoire, quoi. Mais en fait, le problème, c'est que les gens sont encore au pouvoir, quoi. Ils ont beaucoup... Oui, les gens qui avaient 20 ans en 68, ils ont 50 ans maintenant. Oui, ils ont bien résisté. Alors, effectivement, il y a plein de gens qui l'ont mal pris, oui. Et pour moi, c'était assez lointain, enfin... C'était moins de la haine qu'un bilan assez froid. Mais pour vous, c'est un peu de la préhistoire, et pour beaucoup de gens, c'est leur histoire. Donc vous avez, comme un journaliste l'a écrit, j'aime bien l'expression, vitrifier la rentrée. Je trouve que le mot est assez juste. Vous en êtes aujourd'hui à 265 000 exemplaires, ce qui est bien. Vous avez gagné de l'argent. Et c'est pour ça, alors vous avez un nouveau look maintenant, vous avez le look François Valéry, quoi. Oui, oui, je me suis aperçu que ça ressemblait assez à François Valéry. Mais oui, vous êtes vachement bien comme ça. Mais c'est étonnant. Je vais peut-être faire des reprises de François Valéry. Ah mais oui, on va en parler après avec votre ami Burgala, oui. Mais alors maintenant, si vous avez envie de faire un bouquin pour dire que finalement la vie est belle quand on a de l'argent et qu'on habite en Irlande, est-ce que sur le plan marketing, ça ne va pas poser des problèmes? Vous êtes emmerdé maintenant pour faire un livre en disant que la vie est belle? Non, mais là, bon... non, mais bon... C'est vrai qu'on perd le droit de se plaindre. Ouais. Mais ça, même dans la vie privée, j'ai plus le droit de dire je suis malheureux, personne ne m'aime, parce que c'est visiblement pas vrai. Oui, c'est ça. Donc, je vais faire des trucs plus bizarres. Ah, mais ça, je vous fais confiance. Parce qu'il y a des choses bizarres aussi. Je vais republier des poèmes.
Oui, on va en parler justement, Oui. on va parler de la rentrée. Non, ce que je voudrais, pour terminer sur les particules élémentaires, et après on passera à l'avenir, c'est je voudrais qu'on regarde, on va regarder un petit sujet, parce que vous n'avez pas eu le Goncourt, donc on en a assez parlé, et surtout ici. Et dans cette émission, François Nourricier, un jour, nous a dit que lui, en tous les cas, en ce qui le concerne, il aurait bien décerné le Goncourt à Michel Houellebecq, et on va regarder ça, Magnéto. Et alors, Houellebecq, ça c'est la question, parce que c'est quand même le roman qui a marqué la rentrée. Oui, Houellebecq, pour moi, c'est une question sérieuse. Je le défendais, c'est pas un secret. De l'avoir éliminé avant la bataille finale, je pense que c'est une erreur. Je crois que c'est une erreur. Il n'aurait sans doute pas trouvé à l'Académie Goncourt de majorité pour avoir le prix, mais au moins aurait-il été vaincu dans le dernier combat, dans la dernière bataille, A contre B, oui. du Fort contre Dupont. Oui. Ça aurait été mieux que cette élimination. Tout d'un coup, il est tombé à l'eau, on l'a plus eu. Je le regrette pour ma part. Est-ce que vous n'avez pas peur que le prix 98 soit un peu comparé au prix Maslin en 1900, enfin au prix Maslin, à l'affaire Maslin en 1932 Toute chose égale ou inégale d'ailleurs. Je répète pour nos amis téléspectateurs que Céline n'avait pas été couronnée et Maslin avait été couronné. Alors je pense que Paul Constance n'est pas Maslin, on ne sait pas si Houellebecq ce sera Céline, oui. Mais il n'en reste pas moins que l'événement jusqu'à aujourd'hui de la rentrée 98, c'était l'apparition de Houellebecq pour son second roman. On l'a occulté, je le regrette. Voilà, c'était donc François Nourricier dans cette émission, le jour où le prix Goncourt avait été décerné à Paul Constant. Alors Paul Constant, Michel Houellebecq, vous avez dit que vous préfériez encore que ce soit Paul Constant qu'Olivier Rollin. Oui, parce que Olivier Rollin, c'est un côté faux bon livre. Ouais. Alors que, bon, Paul Constant, mais il est moyen sans plus, quoi. Vous étiez assez violent après cette affaire du prix Goncourt, parce que moi, je vous ai vu sur une chaîne qui s'appelle LCI dire que les jurés étaient payés. Oui, mais ça, c'est pas... Vous regrettez d'avoir dit ça ou non? Non, parce que tout le monde le sait. Tout le monde le sait, oui, mais j'étais pas très... Enfin, je sais pas... C'était un peu du dépit, quand même. Non, on me posait la question, mais bon, je suis peut-être violent sans m'en rendre compte, hein, je me rends pas compte. Moi, j'ai l'impression que c'était une évidence, oui, mais ceci dit... C'est que toutes les vérités ne sont pas toujours bonnes à dire. Mais ceci dit, c'est assez beau, hein, Nourricier, là. Ouais. Enfin, c'est... Quand on est très... Mais vous l'a donné, le prix, lui. Quand on est très vieux, en fait, ouais. Il y a un moment de sincérité qui bouscule tout, enfin, c'est vrai. C'est bizarre. Mais c'est pas très grave, hein, que j'ai pas non, alors d'abord c'est pas grave, parce que vous avez quand même vendu 265 000 exemplaires aujourd'hui, c'est pas fini. Ensuite vous avez quand même eu le prix Novembre, c'est pas grand-chose, oui, mais c'est toujours 200 000 francs. Donc vous êtes parti en Irlande, c'est pour les impôts ou pour avoir le total look écrivain? Non, c'est pas pour le look écrivain, en fait. Ouais, c'est vrai qu'on paye moins d'impôts, on paye que la cotisation Sécu. Ouais. Par ailleurs, j'ai envie d'apprendre à parler anglais, mais ça c'est un peu... Bon, il y a une autre raison, c'est que vous... En fait, j'ai plein d'ennemis maintenant. Et finalement, je ne suis pas très doué en polémique. Et dans le monde anglo-saxon, il y a un truc très agréable, c'est que personne ne me connaît, et les gens qui me connaissent sont des amis. Donc c'est exactement comme à mes débuts en France. Ouais. Et vous avez aussi beaucoup d'amis, enfin disons d'amis. Je vous rassure, vous avez aussi beaucoup de gens qui considèrent votre livre comme un livre important. Hein. Mais il y a un truc plus compliqué à expliquer. Bon, par exemple, dans beaucoup de romans du 19e siècle, il y a des personnages qui parlent français, enfin même des romans allemands ou russes, parce que c'était la langue... la langue de l'élite. La langue de l'élite. Et maintenant, indiscutablement, c'est l'anglais. Donc j'ai envie de mettre des passages en anglais. Et je ne parle pas très bien anglais. Donc là, vous allez apprendre. Oui, mais j'apprends, je progresse. Il y a quelqu'un, alors je voulais vous le dire, ça au passage comme ça, qu'on a connu grâce à vous, parce que c'est un ami à vous, c'est Noguez. Qui est un type formidable, on l'a invité ici, il vient pas souvent à la télé, Noguez, hein, on l'a invité ici, ça s'est très très bien passé. Non, je dis ça parce que quand il y avait eu le procès, l'espace du possible, vous avez fait un procès parce que vous citiez leur vrai nom et vous disiez qu'il s'y passait des trucs pas, enfin qu'eux ne voulaient pas qu'on dise en tous les cas, donc ils vous avaient attaqué. Et Noguez, je relevais ça parce que c'est intéressant, il dit on est en pleine marchandisation du discours, on ne pourra plus dire Coca-Cola c'est de la merde. Et finalement, eux, ils ont la pub pour s'exprimer, et nous, on n'a pas le droit de dire ma Toyota a des ratés. C'est vrai que c'est le truc le plus emmerdant qui me soit arrivé, en fait. Ça risque de...
Si on n'a plus, si j'ai plus, moi, comme je cite constamment Ouais. beaucoup de choses de la vie quotidienne, y compris des noms de marques, si j'ai plus le droit, Il faut s'insurger contre ça. je vais avoir du mal, oui. Je pense que Noguez a raison de s'insurger, et c'est pour ça que j'en parle, parce qu'il n'est pas question que eux aient la pub et que les autres n'aient rien. Et c'est marrant, Dominique Noguez est l'auteur d'un très bon livre, en fait, qui n'a pas eu assez de succès à l'époque, qui s'appelle Les Derniers Jours du Monde, et qui est un des premiers romans apocalyptiques, en fait, fin de millénaire. Oui, oui, je sais, c'est Qui les gens qui raconte- partent de Biarritz, comme ça, Oui, avec du oui. vin. Il est venu ici, il nous a raconté son histoire sur Lénine, qui avait rencontré les surréalistes aussi. Oui, ça c'est Lénine Dada. Oui, Voilà, c'est il est un très nom. étonnant. Et c'est vraiment quelqu'un qu'on a eu plaisir à écouter, et qui est un peu comme vous, qui est quelqu'un qui aime pas trop les médias, qui est un peu renfermé comme ça, mais quand il raconte ses bouquins, en tous les cas, c'est génial. Alors, on va parler de vos projets maintenant, hein, parce que quand même, bon, là, on a fini l'année, les particules, on continue. Alors, à la rentrée, vous publiez un recueil de poèmes, c'est vrai? Oui, oui, c'est vrai. Et certes, bon, je vais publier un recueil de poèmes, ça, je vois à peu près ce que je vais faire, hein, j'en ai pas très long. Et puis certains poèmes, je vais essayer de les dire avec de la musique, Alors, justement, avec Burgala. j'ai fait un disque, enfin, il y a un disque qui est sorti, produit par Bertrand Burgala, qui s'appelle Au cœur de Tricatel. Hein. Alors, vous faites là-dessus, vous faites un morceau, vous, hein, pour le moment. Il y a juste un morceau, c'est Séjour Club, hein, c'est ça? Séjour Club, oui. Oui, c'est le riff de la boum, hein, avec quelques nappes de violon façon aéroport. Hein. Et là, vous êtes parti pour faire un vrai disque entier avec Burgala. Oh oui, une dizaine de titres. Hein, une dizaine de titres. Hein. Oui. Mais bon, je ne sais pas chanter, hein, je pense que j'ai aucun don là-dedans. Mais il y a peut-être quelques titres où ça peut aller de dire avec de la musique. Sinon, je pense que plus généralement, ça serait mieux qu'il y ait un autre interprète que moi. Ah. Je pense que je suis bon pour faire des paroles, mais pour... Ouais. Puis j'ai pas du tout le... Je suis pas capable de me produire sur scène, enfin ça m'intimide trop. Quoi. Ouais. C'est quelqu'un de très bien, Burgala, qui n'est Oui. pas très connu. Enfin, il y a un numéro de Technicart là, ce mois-ci Oui, qui oui. en parle. Et c'est vrai que Au cœur de Tricatel, il y a Valérie Lemercier, qui est son ancienne compagne, et puis une reprise de Marilou. Et il y a Nick Cave aussi. Nick Cave, qui fait une reprise de Marilou de Paul Naref, ouais, qui est très très bien. Alors, c'est vrai que vous allez faire une tournée des plages, Oh, c'est un peu exagéré, on va à hier, ouais, le 2 juillet. 2 et 3, puis après je sais pas très bien. Ouais. Mais pour faire quoi? Oh ben moi j'ai envie de faire au moins une fois dire des poèmes avec de la musique en public. Ah bon, c'est pour ça alors. Ah oui, oui, moi je fais ça, les autres aussi d'ailleurs, mais les autres ils chantent. Alors les municipalités peuvent vous inviter à on peut avoir Welbeck pour une soirée musicale. Oui, on peut essayer. Ah mais ça va donner des idées aux gens, faites attention. Non, puis alors vous allez être vraiment dans l'actu, parce qu'il y a le film qui sort, votre précédent livre qui s'appelait Extension du domaine de la lutte, donc. Le film est fait par Philippe Harel, qui a fait La femme défendue avec Isabelle Carré, et qui a fait aussi Les Randonneurs. Donc ça, vous avez vu déjà des choses ou... Mais j'ai vu le film. Ah, vous avez vu le film Enfin, déjà? le film, il n'est pas mixé, mais il est monté. Et alors, vous êtes déçu, pas déçu? Non, non, je suis content, moi. Bon. Je me suis... Bon, en fait, Extension du domaine de la lutte, c'est un livre vachement marrant, par moments. Il y a vraiment des scènes drôles, mais quand même, le fond est triste, terriblement triste. Et oui, moi ça m'a effaré par moments. Je me suis dit que c'était courageux de faire un film aussi nihiliste. Vous avez pris conscience du nihilisme de votre livre en voyant le film, d'une certaine façon. Oui, c'est même pire que ça, parce que j'ai participé au scénario. Ouais. Mais en voyant le truc, vous êtes dit, c'est pas possible que j'écris des trucs comme ça. Ouais. Incarné, oui, j'ai eu un moment de terreur. Mais c'est vrai que par moments c'est drôle aussi. Mais le fond... Ah bah oui, on vous connaît. Hein. La vie du cadre moyen est désespérante, en fait. Le langage aussi, le parler cadre qui est extraordinaire dans votre livre. Alors là, vous allez partir. Alors, d'abord, est-ce qu'on va trouver un cinéaste qui aura, je dirais, le talent pour adapter les particules élémentaires? Est-ce que déjà vous avez été contacté par des cinéastes? Ben oui, mais ça, je ne sais pas. Mais en fait, Philippe Harel est arrivé au bon moment. C'est-à-dire que ça faisait déjà 3 ans que j'avais écrit Extension. Et donc, en fait, ça ne me dérangeait pas de refaire un scénario. Quoi. Mais là, par contre, les particules élémentaires, non, j'ai pas trop envie d'y penser personnellement. Quoi. Ouais. Je veux bien que des gens le fassent, mais D'accord. je me vois pas replonger dedans, c'est trop tôt. Tout reprendre, oui. Ouais. Alors, vous allez partir en voyage, là. Ça peut d'ailleurs inspirer votre prochain livre, parce que vous allez être traduit dans 20 pays. Donc vous êtes obligé de partir, d'aller faire... Ça vous embête pas, les séances de signature, comme ça, avec les gens qui s'adressent à vous, comme si vous connaissiez depuis toujours, et qui vous parlent Ben, à vrai dire,
j'en ai encore jamais fait à l'étranger. Ouais. J'ai fait pas mal d'interviews déjà et je me suis rendu compte qu'il y avait plus de différences entre des pays même proches que je croyais. Ouais. Et c'est marrant, par exemple, les Anglais, quand ils font une critique de livres, racontent beaucoup plus l'histoire que les Français. En lisant des critiques, j'avais l'impression presque que les particules élémentaires étaient un thriller, Ouais. que la question qui se posait était... Oui, les Français, ils considèrent qu'on l'a lu. Ou ils considèrent qu'on l'a lu, ils répondent. Et en fait, ils donnent leur avis, oui. C'est très différent. Et les Allemands, c'est encore autre chose. Enfin. Et vous êtes allé en Belgique? Oui, j'étais. Vous n'avez pas remarqué qu'en Belgique, il y a une plus grande liberté d'esprit qu'ici? Sur tout un tas de sujets, les gens sont plus libres, sont moins politiquement corrects qu'en France, en Belgique. Oui, par contre, en Suisse, ils sont pires. Ah ouais. C'est bien, alors la prochaine fois que vous viendrez, les pays, on fera un guide. Non, je vais terminer simplement sur une phrase, je ne sais pas ce que vous allez en dire, mais moi c'est une phrase de vous que je trouve formidable, c'est « je me sens parfois très proche de moi-même ». Oui. Est-ce que ça vous arrive donc, ça vous arrive souvent en ce moment de vous sentir très proche de vous-même? Ben non, là j'essaye de m'écarter justement pour des poèmes, parce que c'est beaucoup plus éclaté quand même des poèmes. Enfin, donc non, au contraire, là, je ne suis pas très proche de moi-même parce que je mets des choses que je trouve bien, mais je trouve très bizarre de les avoir écrites moi-même. Donc je m'écarte un peu de moi-même. Les particules élémentaires sur la fin, ces personnages, là, je commence à les trouver lourds. Enfin, je ne crois pas que j'aurais fait 600 pages, quoi. J'ai fait 400, mais je commence à en avoir un peu marre de moi-même, des personnages. Parce que je me doutais bien qu'on me mélangerait à mes personnages. Bah oui, c'était le problème, disons. Mais en même temps, c'est un compliment quand on vous mélange à vos personnages. C'est qu'on y croit. On se dit, il n'a pas pu inventer. Oui. En tous les cas, ce que je peux vous dire pour conclure, c'est qu'il est très rare qu'un livre marque autant une année littéraire. Hein. C'est pas arrivé, je ne sais même pas quand est-ce que c'est arrivé pour la dernière fois. C'est l'année Houellebecq. Ouais. Bon, continuez alors, hein. Restez toujours... Guy, là, maintenant, vous êtes vraiment très en forme, là. Très François Valéry, restez comme ça. Hein. Mais oui, mais c'est le shampoing. Vous bien. Non, puis vous avez un petit hâle, vous êtes moins blanc-vert qu'à l'époque, quand même. Oui, mais j'ai pensé à François Valéry, effectivement. Il est comme ça, il est peroxydé complètement, François Valéry. Je vais essayer de faire un peu ringard pop. Ringard pop. Ouais. Merci, Michel Houellebecq. Pour me décrédibiliser. Je rappelle le titre du livre, si besoin est, ça s'appelle « Les particules élémentaires », et c'est chez Flammarion. Je reçois maintenant l'écrivain, essayiste et journaliste Gilles Perrault pour l'apparition chez Fayard de sa lettre ouverte à 2 juges françaises décorées de la Cruz de Honor de la Orden de San Raimundo de Peñafort. Un livre dans lequel Perrault stigmatise la lutte antiterroriste engagée contre les indépendantistes basques et nous promet l'éclatement des nations au sein de l'Union européenne. Voici donc notre ami Perrault. Salut. Alors, bon, on ne vous présente plus, mais quand même, il y a eu beaucoup de bouquins qui ont fait grand bruit, Les Parachutistes, L'Orchestre Rouge, Le Dossier 51, Le Pullover Rouge, Le Secret du Roi, enfin en 3 tomes, hein, sur les premiers services secrets du temps de la monarchie, et Notre ami le roi, évidemment, auquel je faisais allusion, consacré au roi du Maroc, Hassan II. Alors, cette lettre à 2 juges françaises, vous retrouvez en fait votre première vocation. Vous avez commencé comme avocat, et là, de nouveau, vous redevenez avocat, mais cette fois de la cause basque. Alors, je ne sais pas si vous avez vu le Figaro lundi. Il y a une nouvelle qui a dû vous faire plaisir. Il y a 700 élus qui étaient réunis à Bilbao, qui ont demandé un État basque, une assemblée des municipalités basques, pour une institution souveraine, disons, qui les amènerait à l'indépendance. Alors parlez-nous de la spécificité basque, parce que c'est vrai que ce n'est pas n'importe quelle région, le Pays basque. Non, voilà, c'est un peuple, c'est une culture, c'est une histoire. Et tout ça a droit à un État. Les Basques, c'est une langue qui que personne ne comprend. Voilà, la nuit des Vous étiez à l'armée avec des Basques et vous dites qu'ils se réfugiaient dans leur langue. Ah ben oui, et alors ils étaient totalement inexpugnables là-dedans. Là, je me suis rendu compte que les Basques, c'était pas tout à fait l'équivalent. Donc c'est un peuple qui a été martelé, et tout dernièrement, notamment sous la dictature franquiste, qui a été à la pointe de la lutte contre Franco, mais qui depuis des siècles lutte pour la préservation de son identité.
Et puis la répression a continué, il faut le dire, après la mort de Franco. On va y venir, la répression. Voilà. Alors, vous dites, pour parler de la spécificité des bases, vous dites par exemple quand Bixen Lissarazu, on lui dit alors vous partez à Bilbao, vous expatriez, il dit non, il dit oui, je rentre chez moi. je rentre chez moi, oui. Alors on dit souvent oui, mais maintenant les Basques, il n'y a plus de problème parce que c'est la démocratie. Et c'est vrai que Juan... Est-ce que Juan Carlos, c'est votre ami le roi? Non, non, mais bien sûr. Est-ce que vous l'aimez bien, Juan Carlos? Oui, oui, oui. J'ai beaucoup d'estime pour cet homme-là, qui a eu l'intelligence de passer pour un crétin sous Franco, de façon à être nommé successeur, et qui a été vraiment... Et puis qui a arrêté le coup d'État de Terrero et de Milan Del Bosch en 81. Absolument. Non, non, voilà. C'est votre ami le roi, lui, pour de vrai. Oui, oui, mais vraiment. Mais simplement, les Basques ont droit à un État. Oui, c'est pas parce qu'il y a la démocratie en Espagne, non, vous dites, parce qu'en France aussi, en 54, il y avait la démocratie, il y a quand même le problème algérien. Eh bien oui, voilà. Bon, voilà. Donc la démocratie ne suffit pas. Alors on nous dit, ah, mais ils sont déjà autonomes, ils ont beaucoup de liberté, etc. Ben oui, mais ils voudraient encore plus de liberté. Alors, ce que vous dites, et là où votre livre est fort, c'est parce qu'il s'inscrit, je dirais, dans l'actualité européenne. Vous dites, mais l'Europe peut permettre de régler le problème basque comme il peut régler le problème corse, parce que là, vous êtes d'accord avec Raymond Barre, si les Corses veulent leur indépendance, qu'ils la prennent. Hein. La Catalogne, vous dites qu'avec Jordi Pujol, ça se passe bien et que l'Europe pourrait leur permettre d'être indépendants, tous ces pays-là. Pour moi, l'Europe, si vous voulez, c'est un train qui passe, là, des décennies après, et qui peut ramasser des petites nations qui étaient restées sur le quai. Hein. Il y a les grandes nations qui ont vécu leur vie, etc., qui sont installées en première classe, avec des billets, et puis il y a les petites nations qui sont restées sur le train, sur le quai, et puis quand elles montent dans le temps, on leur dit, vous n'avez pas de billets. Bien, l'Europe, c'est l'occasion de distribuer des billets. C'est assez séduisant. Vous dites, effectivement, qu'on ne peut rien répondre à ça. Vous dites, le Pays Basque a autant le droit d'exister que le Luxembourg. Ah, oui, c'est vrai qu'on ne voit pas très bien pourquoi il y aurait le Luxembourg et pas le Pays Basque. Évidemment. Alors, c'est vrai aussi, vous faites remarquer que tout ça n'est pas figé, parce que qui aurait prévu le divorce à l'amiable entre la Tchéco et la Slovaquie, l'Écosse qui va être indépendante, l'Écosse qui va être indépendante, la Belgique qui va éclater. Évidemment. Vous dites au sujet de la Belgique, d'ailleurs, le problème n'est pas de savoir si ça va éclater, mais quand. Ah oui, bah c'est acquis, c'est acquis. S'il n'y avait pas le problème de Bruxelles, ce serait fait depuis longtemps. Mais là, il se bouffe le nez sur Bruxelles, ça risque de retarder. Mais la Belgique est en état de sécession. Bien sûr. Alors vous comparez votre argumentation, vous comparez avec l'Algérie, et vous racontez ça. C'est-à-dire quand vous étiez jeune avocat stagiaire, quand il y avait des procès faits aux militants du FLN, il disait on est des citoyens algériens. Alors à chaque fois, le juge disait... et là, on en est là, quoi, finalement. Ah oui, le juge disait, mais il n'y a pas d'Algérie, il y a 3 départements français. Bon. Et là, quand je vais comme témoin à des procès de Basques, ils disent, on est Basque, on n'est pas français. Le président leur dit, il n'y a pas d'État basque. Et alors, ça s'engueule, et les Basques se mettent à hurler en basque. Le président ne comprend rien. Et puis voilà. Non, c'est ce que Vergès appelle la stratégie de rupture. C'est-à-dire qu'à un moment, on ne discute plus, on est algérien, on est basque, donc on ne discute pas avec un juge français. Voilà. Bien sûr. Alors, ce qui est vrai aussi, c'est vous vous rappelez fort justement qu'à l'époque de la crise algérienne, Mitterrand-François était pour l'Algérie française, mais pire que tout, Mendès France. Ah, mais bien sûr, au début en 54, il faut lire les déclarations de Mendès France. Mais tous, toute la classe politique, l'Algérie, c'est la France. Hein? Bon, alors... Je dis tout de même, précisément, on fait l'Europe, il n'y a plus de tragédie, ne vivons pas... Il n'y a plus de guerre, vous dites qu'il n'y a plus de guerre. Ne vivons pas ça sur le mode de la tragédie, ça peut se passer gentiment. Mais vous êtes convaiquant, je dois dire, dans votre plaidoyer. Les Basques, c'est 300 000 personnes, les Basques du Nord, les Basques français, entre guillemets. La Corse, c'est 250 000 personnes. Enfin. Surtout qu'on va récupérer la Wallonie. Et on va récupérer la Wallonie. Écoutez, la France a existé très fortement sous Louis XIV. La Corse était pas française. Et ni la Savoie, ni le canton de Nice. Ni la Savoie, ni le canton de Nice. Alors, quand je vois des amis qui disent « mais la France est menacée dans son existence », mais non, pas du tout. Alors, il y a des solutions. Il y avait effectivement une solution qui était intermédiaire, qui était la départementalisation, qui avait été promise par François Mitterrand, promesse non tenue. Alors, vous n'êtes pas pour le vote, parce que, effectivement, si on fait voter les Français pour savoir s'ils veulent être basques, enfin, s'ils veulent l'indépendance des Basques, il y a une majorité qui risque de dire non. Et même, vous dites que au nord de la frontière, disons, il n'y aura pas une majorité. Ah ben non, mais chez nous, si, au sud, il y aura une majorité. Au sud, il y aura une majorité. En Espagne, il y aura une majorité. Au nord, non, bien entendu. Il y a le mouvement indépendantiste chez nous, en France, est faible. Il n'y a plus de retraités.
Ben oui, mais en même temps, une fois qu'il y aura un État basque au sud, il exercera une attraction très forte. Donc, des liens se noueront. On n'est pas pressé, il faut prendre son temps. Hein, il faut, encore une fois, ne vivons pas ça sur le mode tragique. C'est pas l'Algérie, c'est pas l'Algérie. Alors, là où votre argumentation est plus périlleuse, et vous le savez bien, c'est quand vous parlez du terrorisme. C'est effectivement un peu difficile dans votre livre parce que vous dites, bah, pendant la guerre, c'est comme ça qu'on justifie toujours le terrorisme. Évidemment, il y avait des résistants qui faisaient sauter des trains allemands. Et vous dites que Shamir, Arafat et Mandela, qui aujourd'hui sont au panthéon de l'humanité, ont commencé quand même par mettre des bombes, quoi. Bah, oui. Donc vous avez, je ne dis pas que vous excusez le terrorisme, loin de là, mais disons que vous pensez qu'à un moment, c'est peut-être la seule solution pour y arriver. Écoutez, moi je dis que de toute façon, les situations ne se comparent pas. Hein. Je ne compare pas la situation en Espagne du bon roi Juan Carlos à ce qu'était la situation des Noirs d'Afrique du Sud. Ce serait absurde et même obscène. Mais les processus sont les mêmes. À partir du moment où vous avez des gens qui décident d'avoir recours à la violence, il faut arrêter ça. Bon. Mais on ne les a pas éradiqués. Hein. Ça fait 30 ans que ça dure. Oui, ce que vous dites qui est très juste. Tout le monde s'y est cassé les dents. Oui. Vous dites que quand il n'y a pas un vrai soutien populaire, c'est-à-dire en Corse, dans le Pays Basque, il y a un soutien populaire. Ah ben oui. Quand il n'y a pas un soutien populaire, ça donne la Rote Armee Fraktion, la fameuse RAF allemande, où ça donne action directe. Et là, on voit bien que le peuple n'était pas derrière. Et c'est balayé. Oui. En quelques semaines, en quelques mois. Bon, ça n'a pas fait long feu. Mais au Pays Basque, ça fait 30 ans, plus de 30 ans que ça dure. Oui, donc vous pensez que ça va durer tout le temps, quoi. Ben, il faut arrêter, il faut se mettre autour d'une table et parler tranquillement et sereinement et cesser de faire couler le sang. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que vous trouvez que Juan Carlos est très bien. Oui. Sur la Corse, vous avez les mêmes positions que Raymond Barre, et vous citez le général de Gaulle. Donc voilà, c'est la grande réconciliation. Aucune force de nos jours ne peut étouffer un peuple qui lutte pour son indépendance. Oui, c'est de Gaulle qui disait ça. Il a raison. Il a raison. Il faut. Écoutez, je dirais, il y a un parcours du combattant qui est imposé à un peuple qui lutte pour son indépendance. Parce que la répression est terrible. Hein, la répression est terrible pour les Basques. L'histoire du Gall, le fameux procès du Gall. Les tortures, etc. Ben, il a passé son examen de passage, le peuple basque, et il mérite qu'on le prenne en compte. Hein. Voilà, je dirais, les Irlandais du Nord, c'est la même chose. Alors si on peut sauter cette étape-là de violence, mais tant mieux, bien sûr. C'est là, vous avez sans doute... C'est vrai que si on avait pu décoloniser l'Algérie comme le Maroc ou la Tunisie, ça aurait été plus sympa. Voilà, on est d'accord. Beaucoup plus sympa, oui. Alors après, simplement la question qu'on peut vous poser, Gilles Perrault, c'est après, parce que quand les Bretons vont nous dire, nous, on veut être indépendants, reliés à Bruxelles, c'est très clair, au sein de l'Europe. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donner l'indépendance à la Bretagne? Mais écoutez, on n'en est pas là. Les Bretons ne demandent pas leur indépendance. Hein. Même les Corses ne demandent pas leur indépendance. Savoie, vous savez qu'en Savoie, il y a un mouvement savoisien. Oui, mais enfin, il y a des Savoisiens. Il y a un élu. Bon, non, il y a deux vrais problèmes chez nous. C'est le problème corse et le problème basque. Mais en Corse, regardez. Enfin, ils ne veulent pas leur indépendance. Les indépendantistes sont minoritaires en Corse. Mais personne ne les dénonce. Mais voilà. Regardez, on nous tue un préfet. Alors on nous dit, oh, mais là-bas, tout le monde est indigné. Mais personne ne parle. Ça, c'est clair, Alors on nous parle d'une piste agricole. Et puis d'une piste intellectuelle. La semaine prochaine, ça sera la piste philatélique. En attendant, rien ne bouge. Ils n'ont rien trouvé. Alors il faut que les Corses prennent leurs affaires en main, qu'on leur donne donc l'autonomie la plus large. Il faut que les affaires corses soient réglées par les Corses. Encore une fois, c'est là où votre livre tombe à pic. Parce que c'est vrai que tant qu'il n'y avait pas l'Europe, c'était compliqué. Maintenant, comme vous dites très bien, on se retrouvera tous à Bruxelles. Mais voilà, exactement. Alors dites-moi, Gilles Perrault, aux Européennes de 94, vous êtes présenté sur une liste, on vous l'a beaucoup reproché, où il y avait, on a dit, des fascistes flamands et alsaciens. Donc là jusqu'à présent, on trouve très sympathique le fait que vous vouliez l'indépendance des Basques, mais quand vous présentez dans une liste en 94 où il y a le Parti fédéral flamand, c'est quand même un peu le revers de la médaille, là, non? Non, alors là, écoutez, moi, ce sont des amis basques qui m'ont demandé de me présenter sur cette liste qui a été un peu improvisée au dernier moment. Et il y a 87 candidats, comme vous savez. Il n'y a jamais eu de réunion de l'ensemble de la liste. Moi, j'ai donné mon nom avec Renaud, avec d'anciens résistants très honorables, etc. Alors, il paraît effectivement qu'il y a eu sur cette liste 3 ou 4 éléments un peu douteux, dont un personnage pittoresque, d'après ce qu'on m'a dit, un Martiniquais noir qui est devenu nationaliste flamand. Bon.
Je dois dire, je ne l'ai jamais rencontré. Je trouve ça un peu bizarre comme itinéraire, mais pourquoi pas? Enfin, bon, pourquoi pas? Non. Bah oui, voilà, je dois dire... Alors, Gilles Perrault, l'année dernière, dans cette émission, on avait Didier Deninx, qui vous a attaqué, vous avez fait le goût du secret, lui, il a fait le goût de la vérité. Il vous a attaqué, on vous avait demandé de venir, Patrice Carmouze, vous avez demandé de venir répondre à Deninx. Vous avez dit, écoutez, non, je ne vais pas venir répondre à Deninx, mais la prochaine fois que je viendrai sur votre plateau, effectivement, je remettrai 2-3 pendules à l'heure. Donc, ce que je propose, c'est qu'on regarde un petit bout de l'interview de Deninx, et ensuite Gilles Perrault aura, comme c'est normal, le loisir de son droit de réponse. Magnéto. Et il y a des gens qui me disent, attention, Gilles Perrault, c'est un ancien parachutiste volontaire de la guerre d'Algérie, il était proche de Bijard, il a écrit des horreurs sur la torture et tout. Je n'y crois pas. Je vais à la Bibliothèque nationale, je retrouve les bouquins de Gilles Perrault, et là, je tombe du placard. C'est-à-dire je lis des choses absolument incroyables. Le livre Les parachutistes de Gilles Perrault est un bouquin pré-fasciste. Bon, c'est dur à entendre, hein? Pas du tout. Bon. C'est rigolo. Alors, je reprends les arguments de Deninx et vous pouvez me répondre au fur et à mesure, puisque vous êtes, on vous donne, évidemment, c'est tout à fait naturel, la possibilité de répondre. Donc, on viendra après au parachutiste. Lui, il disait, finalement, il y a un bouquin qui avait été écrit par Dauvé et Cadrupani, qui sont d'anciens, disons, intellectuels qui ont flirté avec la vieille taupe et les négationnistes. Et ils avaient écrit un livre, justement, pour se dédouaner, ces deux garçons, qui s'appelait « Libertaire et ultra-gauche contre le négationnisme ». Et vous avez accepté de faire la préface de ce livre, et Deninx vous reprochait, il disait dans ce livre, il y a quand même toujours des séquelles négationnistes, et Gilles Perrault fait la préface, parce que vous faisiez partie de Ralph Front avec Deninx, hein, contre Le Pen, contre l'extrême droite. Vous avez refusé de, paraît-il, vous allez répondre, mais refusé de vous expliquer auprès de la direction de Ralph Front, vous avez démissionné, et Ralph Front a plus ou moins éclaté. Voilà, donc sur ce point... Non, il n'a pas du tout éclaté. Disons que ça l'a handicapé, disons. Non, pas du tout, non. Non, écoutez, en matière de révisionnisme, il y a un expert, en tout cas pour moi, il y a une autorité incontestable, Vidal-Naquet. Il approuve la brochure que j'ai préfacée. À partir de ce moment-là, terminé. Oui. Voilà. Non, mais d'accord, ok, bonne réponse. Enfin, en tous les cas, Vidal-Naquet, tout le monde peut être que d'accord. Ah oui, bien sûr. Alors, donc, Deninx lit les parachutistes. Et d'ailleurs, sur les parachutistes, c'était votre premier succès, il faut le dire. Et vous le dites d'ailleurs, j'ai vu l'autre jour le dire quelque part, avec Edoui Plenel et Rabillou, vous disiez, effectivement, c'est vrai que j'ai confondu, c'est vrai que moi, pendant la guerre, j'ai été sauvé par des parachutistes, que quand je me suis engagé dans la guerre d'Algérie, je me suis engagé volontaire, les parachutistes, c'était des mecs formidables, et en fait, j'ai compris après que les résistants, c'était les Algériens. Bon. Ça, alors, ça, vous le reconnaissez, vous dites, c'est une faute. Non, écoutez, les parachutistes, mon petit livre, écrit en 1961, a reçu le prix Aujourd'hui. C'était la première fois qu'on le décernait. Vous savez, un prix qui va à un essai. Le jury était composé d'anciens résistants, comme André Frossard, etc. Je ne vois pas ces gens-là couronner un livre pré-fasciste. Et il y a un article qui a lancé ce livre, qui a eu un certain succès. Hein. Oui, il a eu beaucoup de succès. C'est grâce à lui que j'ai continué à écrire. Il y a un article, comme ça arrive quelquefois, un grand article qui a déclenché la mécanique. C'était dans le Canard enchaîné de Morvan-Lebès qui disait, le livre était paru en décembre, c'est le livre le plus important de l'année. Bon, est-ce que vous voyez le Canard enchaîné, aujourd'hui, hier ou avant-hier, louanger ainsi un livre pré-fasciste? Alors écoutez. Alors je dois dire, avant de continuer, puis j'ai encore 2 points à voir, l'année dernière, quand on avait fait Deninx, on avait donné la parole, non pas à vous, vous n'avez pas voulu venir, mais à Jean-François Kahn dans le débat, et Jean-François, vous avez soutenu. Ah bah évidemment, c'est un homme intelligent. Alors, ce que dit Deninx, en revanche, il dit dans la bibliographie de Perrault, les parachutistes apparaissent en premier. Et en fait, Perrault a fait 13 livres avant, alors Dynamite, Au pied du mur, La main rouge, Le Sahara brûle. Lui qualifie ses 13 premiers livres de rouge-brun. Ça, c'est... Écoutez, c'était des romans d'aventure. Moi, pourquoi j'ai commencé à écrire, hein? Quand j'ai fait mon service, j'avais 2 enfants. Et j'avais pas d'économie, rien. Et la solde... Moi, je faisais mon service. J'étais pas du tout... J'étais caporal-chef. Hein, quand j'étais proche de Bijard. J'étais même pas dans le régiment de Bijard. J'étais caporal-chef. Troufion, hein. Et il fallait que je fasse vivre ma famille. Et j'ai donc commencé à écrire des romans de 4 sous, que j'écrivais en une semaine, qui n'étaient ni rouges ni bruns, qui étaient des romans d'avant. Donc c'est pour ça que vous ne les mettez pas dans votre biographie. Évidemment, voyons, c'était strictement alimentaire.
J'ai pas envie qu'on me juge à partir de ça. C'était vraiment pour... D'accord, écoutez, voilà, vous vous êtes expliqué, non, je vous en remercie, parce qu'on tient ici à ce qu'il y ait une espèce de rectitude dans l'explication. C'est gentil de me permettre. Non, écoutez, tout ça, je n'ai pas toutes les vertus, je n'ai pas non plus tous les défauts. J'ai commis des erreurs dans ma vie. La première erreur, c'est de ne pas avoir compris, évidemment, ce que c'était que cette guerre d'Algérie. Moi, j'ai voulu faire mon service dans les parachutistes. Voilà, je l'ai fait. C'est probablement l'erreur politique de ma vie. Oui, enfin, ça va. Voilà. Il y a eu pire. Merci beaucoup. Donc, je répète le titre du livre. Lettre ouverte à 2 juges françaises décorées de la Cruz de Honor de la Orden de San Raimundo de Peñafort, chez Fayard. Merci, bravo pour le titre. C'est sympa pour les présentateurs de télé. Bravo pour l'accent. Ouais. Je reçois maintenant Bernard-Henri Lévy pour la parution au livre de poche dans la collection Biblio-Essai de questions de principe 6, intitulée Avec Salman Rushdie. Une série d'articles, de presse et de lettres ouvertes dans lesquelles BHL se bat comme un beau diable pour défendre l'auteur des versets sataniques. Bref, un livre où Rushdie se débat et où Lévy débat. Bonsoir. Bonsoir. Alors, question de principe 6, donc c'est des textes qui sont parus dans le Figaro, dans Match, dans l'Obs, dans Le Monde, enfin finalement il y a 7 textes sans retouche. Absolument. Comme d'habitude dans votre série, ça n'a pas été corrigé par la suite. Donc on va parler de ça, on va commencer par ça. Donc les versets sataniques, je rappelle un peu l'affaire, février 89, des manifestations en Inde et au Pakistan, le livre brûlé, l'effigie de l'auteur brûlée. Et à ce moment-là, l'ayatollah Khomeini décide de lancer la fatwa, c'est-à-dire que tout musulman doit, pour mission divine, de tuer Salman Rushdie. Et donc, vous, ça déclenche chez vous une volonté de combattre ça, pétition, émission, débat, colloque, etc. Absolument. L'affaire se résume comme ça. Alors, dans un premier temps, vous racontez ça dans votre bouquin, il y a eu l'idée d'une édition collective, c'est-à-dire que tous les éditeurs français se seraient finalement associés pour sortir chacun, sous leur nom, les versets sataniques. Pourquoi ça ne s'est pas fait ? Oui, parce que d'ailleurs, cette mobilisation, c'est pas celle de tel ou tel. Je crois que l'ensemble de l'intelligentsia et des éditeurs se sont sentis concernés par cette fatwa contre Salman Rushdie. Et à l'époque, il y avait une initiative dont je me demande d'ailleurs si elle ne venait pas de Jean-Claude Fasquelle, initialement, peut-être Fasquelle et Durand, je ne sais plus, visant à éditer le livre collectivement. Pourquoi ça ne s'est pas fait? Parce que Bourgois l'a fait, non sans courage d'ailleurs, parce qu'il fallait à l'époque un peu d'audace, je crois. C'était l'époque où on assassinait tel traducteur de Salman, où on posait des bombes chez tel éditeur étranger. Et donc, Christian Bourgois a fait son métier, il l'a fait très honorablement. Il n'a pas été assassiné. Il n'a pas été assassiné grâce au... Et l'Idiot l'avait sorti, non? L'Idiot International n'avait pas... il me semble qu'ils avaient sorti quelques extraits aussi à un moment. Je dirais pas votre ami, parce que je sais que vous n'étiez pas spécialement proche, Jean Edernalier. Oui, enfin, en tout cas, je suis proche de Salman Rushdie, et ça, je ne m'en souviens pas. Bien, alors, vous racontez... Donc, mais peut-être, après tout, je n'en sais rien. Votre première rencontre avec Rushdie à Helsinki, et là, en fait, celui que vous preniez pour un symbole, en fait, vous devenez assez rapidement ami avec lui. C'est assez... Vous découvrez un homme jeune, plein de verbes, drôle. Oui. Voilà. La première chose qui m'a frappé, et qui n'a cessé de me frapper d'ailleurs après, tout au fil de ces rencontres nombreuses, c'est l'humour extraordinaire de cet homme, ce type traqué, pourchassé, qui ne sait pas chaque matin s'il sera encore vivant le soir, qui ne sait pas le soir en se couchant s'il se réveillera vivant, si j'ose dire, le lendemain matin. Cet homme-là est extraordinairement drôle. Le premier soir, je me souviens, nous avions passé la soirée à blaguer sur Lady Di et sur le prince Charles, sur la famille royale d'Angleterre. Il connaissait tous les potins, etc. Voilà, il était et il est encore aujourd'hui irrésistible. Alors à ce moment-là, la France refuse de le recevoir et en blaguant, il vous dit d'ailleurs, vous qui avez amené François Mitterrand à Sarajevo, vous pouvez faire quelque chose pour moi. C'est vrai qu'il prenait les choses avec... Alors, il y a effectivement ce restaurant où vous allez, d'abord vous découvrez que le choix du resto, c'est pas facile. Quand on est avec Salman Rushdie, c'est pas on va dîner là ou on va dîner là. Et alors il vous raconte cette histoire de Thatcher à la fin du repas, vous en souvenez? Oui, Margaret Thatcher. Margaret Thatcher, le maître d'hôtel lui dit qu'est-ce que vous prenez? Elle dit un steak et le maître d'hôtel demande pour les légumes un steak aussi. Voilà. Les légumes étant les ministres. Elle croit que c'est les ministres. Voilà. Et moi je dis qu'on raconte ça au restaurant le premier jour, c'est assez bien. Puis il y a aussi l'histoire de la photo. C'est pour ça, c'est un grand écrivain, mais c'est aussi, encore une fois, un type très drôle. L'histoire de la photo aussi de Michel Pelletier, sur cette photo qui se fait dehors parce qu'on le voyait toujours à l'intérieur. Et la photo est faite au grand jour et pendant les 3 minutes. Voilà, je crois que c'est la première photo de Salman en liberté. Photo qui donne le sentiment d'ouverture, de gaieté et de liberté.
Et en effet, j'ai vu faire cette photo, la préparation, les GIGN ou assimilés, puisqu'on était à l'époque en Finlande autour, toute cette espèce de déploiement policier considérable pour arriver à arracher juste une photo, au destin et à l'horreur une seconde de liberté, d'apparence de liberté. Alors, triomphe de la société du spectacle, bien sûr, d'un côté. Et puis d'un autre côté, je crois que c'était important pour Salman d'envoyer ce message aux ayatollahs, parce que c'est ça qu'il n'a cessé de faire pendant 10 ans. Et chaque fois qu'on se rencontrait, encore une fois, à Paris, à Londres ou ailleurs, l'obsession, c'était toujours celle-là. Il a vécu pendant ces 10 années avec le spectre de Khomeini au-dessus de sa tête, lui montrer que je suis libre, lui montrer que je n'arrête pas d'écrire, lui montrer que je continue d'aller dans un restaurant avec des copains, lui montrer que je peux marcher dans les rues de Londres. Ça, c'était cette rencontre que je racontais dans un papier du Monde. Voilà. Alors après, bon, il y a une lettre dans le bouquin, une lettre à Dumas, parce que Mitterrand ne dit rien, Chirac dit que de toute façon, Salman Rushdie, c'est un blasphémateur et qu'il n'aime pas qu'on gagne de l'argent avec les blasphèmes. Celui qui finalement le fera rentrer, ça sera Jack Lang et La Règle du jeu, la revue que vous dirigez. Voilà, voilà. Alors, et grâce à Jack Lang, qui là-dessus d'ailleurs n'a jamais molli, quoi. Malgré Mitterrand, malgré le cynisme d'État mitterrando-chiracien. Là-dessus, c'est... Oui, là-dessus, c'est la même réaction. Une sorte de programme commun, oui, des deux présidents. Alors justement, vous le rencontrez à Londres, à l'initiative du Nouvel Obs, je crois avec Catherine Chemla. Elisabeth Chemla, pardon. Et donc là, vous avez une conversation qui est assez intéressante parce que vous parlez des médias, justement. C'est-à-dire, vous parlez de Bourdieu, de Derrida, de Debré. Et lui, il dit quelque chose d'assez... Ce qui montre d'ailleurs qu'effectivement... il dit chaque fois qu'on passe à la télé, on demande après comment étais-je. Et c'est une question d'une obscénité totale, mais à laquelle finalement nul n'échappe, quoi. Et là, vous avez une discussion sur est-ce que l'expression de la pensée est compatible avec les médias audiovisuels. Alors ça, c'est un sujet que vous connaissez bien aussi, vous. Oui, mais l'information, c'est pas que je le connais, ça, tout le monde le sait, hélas, mais lui le connaît très bien. C'est-à-dire que dans cette conversation, il apparaît comme un écrivain juste normal. C'est-à-dire quelqu'un qui réfléchit à ça, à la pollution par les médias, ou au contraire au passage d'un message à travers les médias, à la gloire et à ses effets pervers. Il réfléchit il analysait tout ça, voilà, c'est ce qui est très analysait tout ça. Et donc, encore une fois, il n'a pas été, et là encore, je pense qu'il faut saluer cette espèce de force d'âme extraordinaire, il n'a jamais été mangé par son affaire. Ça a été son obsession, ne pas être un symbole sur pattes, ne pas être une fatwa vivante, mais il y a réussi. Il reste un écrivain normal, qui se pose des problèmes normaux, qui réfléchit comme chacun d'entre nous. C'est ce qui transparaît. Alors, pour en finir avec Rushdie, le vrai problème, c'est l'islam, quand même, il finit par dire. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui apparaît à la fin du livre, c'est que finalement, aujourd'hui, le problème, c'est l'islam, c'est-à-dire cette espèce d'islam très intégriste, et que finalement, il faudrait avoir le courage aujourd'hui, comme on l'a fait, enfin, comme peu de gens l'ont fait à l'époque du communisme, de dire le roi est nu. C'est en effet sa position dans une de nos dernières rencontres, ou peut-être la dernière d'ailleurs que je rapporte dans le livre. C'est la dernière. La dernière, c'est ça. Il dit, oui, est-ce qu'on peut continuer éternellement de dire... bon, il y a un islam corrompu et mortifère, mais il y a un autre islam idéal qui, lui, ne me condamnerait pas. Alors moi, je pense plutôt que oui. Je pense qu'il reste un islam des Lumières, démocratique, qui est encore vivant et qui l'emportera, j'espère, que j'ai rencontré sur d'autres théâtres du monde, en Afghanistan, par exemple, ou ailleurs. Et lui, ce jour-là, était peut-être plus nuancé ou plus pessimiste. Il semblait penser, en effet, qu'il y avait au cœur même de l'islam, et ça, c'est en effet un vrai débat, au cœur même de l'islam, quelque chose qui n'était pas incompatible, hélas, avec le fait de bafouer les droits de l'homme ou de lancer une fatwa contre un grand écrivain. Alors, quand vous écrivez ça, effectivement, on entend le grésillement de l'oreillette. Enfin, vous prenez du plaisir quand même d'être là avec lui, quoi. Quand vous parlez du grésillement de l'oreillette du garde du corps, c'est-à-dire que quand même, vous êtes tout à fait conscient de la situation. C'est-à-dire que ce type pourrait être abattu par un sniper. Je prends du plaisir... Parce que cet homme est, un, parce que je l'admire, que c'est un des plus grands écrivains vivants, et deux, parce que je l'aime, c'est devenu mon ami. Ça ne l'était pas avant, mais il l'est devenu, et donc chacune de ces rencontres est en effet un moment très agréable. À part ça, c'est vrai qu'on ne peut pas passer 2 heures. Alors, enfin, c'est d'ailleurs très étrange. Quand on est avec Salman Rushdie, il y a toujours un moment où on oublie la fatwa, où on a l'impression, encore une fois, que bon, la vie est normale. Et puis il y a un moment où le destin le rattrape. Et où c'est même, vous savez, je pense d'ailleurs qu'il a probablement, je le dis à un moment donné dans une de nos rencontres, une espèce de petit compteur dans la tête qui fait qu'à
Dès qu'il apparaît quelque part, il sait qu'il a 1 heure, 2 heures, 5 heures. Le temps qu'on le retrouve. Le temps qu'on le retrouve. Dès qu'il apparaît officiellement, les tueurs sont en route et voilà. D'ailleurs, c'est très bien dit. C'est vrai qu'à un moment, bon, il y a la fausse nouvelle, tout le monde annonce qu'il va être libre, enfin que la fatwa va être supprimée. En fait, c'est pas vrai. Et quand finalement la fatwa est enlevée, vous terminez en disant qu'il peut toujours y avoir un tueur isolé, de toute façon, qui lui ne veut pas tenir compte de ça. Et l'expression, c'est fatwa miniaturisée. C'est assez... c'est lourd. Sûr. Ah oui, mais c'est bien sûr. Mais il Donc, vit, toute il sa vit vie, avec ça. avec ça. Voilà ce que je veux dire. Il vivra toute sa vie probablement avec ça. Mais encore une fois, il le fait avec un courage extraordinaire. Il y a des rencontres que je n'ai pas rapportées dans ce livre parce qu'elles étaient de l'ordre du privé, je dirais, et qui sont encore plus étonnantes quant à cette capacité d'un homme traqué, pourchassé, de vivre à peu près normalement. Et voilà, de dîner dans un bistrot comme on pourrait le faire ici. Je vais continuer, je vous presse un peu, je suis désolé, mais quand on regarde un peu ce que vous avez fait depuis le milieu des années 70, vous avez fait beaucoup contre le communisme avec les nouveaux philosophes, enfin contre le communisme, pour faire prendre conscience aux gens de la perversité du système communiste. Vous avez fait beaucoup aussi pour faire prendre conscience aux gens de la réalité de la période de Vichy et de l'occupation, qui avait été effectivement un peu occultée par le mythe résistentialiste, soutenu à la fois par les gaullistes et par les communistes. Donc effectivement, il y avait une prise de conscience. Une seule question, parce que Marc Lambron, qui a été le premier invité de cette émission il y a 2 ans, à l'époque de 1941, la question qui se posait dans son livre, c'est est-ce que Vichy est expiable ? Et j'ai envie de vous poser la même, c'est-à-dire que, est-ce qu'après le discours de Chirac, commémoratif de la rafle du Veldiv, est-ce que, voilà, le président a fait ses excuses, disons, est-ce que vous pensez que Vichy est expiable ? Est-ce que vous pensez que, comme quand on lit l'idéologie française, c'est un peu Péguy, c'est Pétain, est-ce que vous pensez que la France, c'est Pétain et que finalement, cette tâche restera comme sur la tunique de Nessus ? Non, je ne pense pas ça. D'abord, je ne pense pas que la France, c'est Pétain. Je pense que la France, c'est Pétain et De Gaulle. Que la France, c'est l'infamie et la résistance, c'est les deux. Voilà, alors expier, ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'à un moment, voilà, c'est fini. À un moment, on dit, bon, ben, comme les Allemands, on dit, voilà, ils ont fait ça, maintenant on est obligé de pardonner. Je crois que, oui, pardonner, bien sûr, mais ça ne veut pas dire fini. Pardonner, ça ne veut pas dire fini. Pardonner, ça ne veut pas dire oublier, c'est ça que vous dites. Oui. Pardonner, ça ne veut pas dire occulter, ça veut dire que je crois qu'un peuple devient malade s'il décide arbitrairement, par décret, de renvoyer dans les poubelles de sa mémoire ou dans je ne sais quel inconscient une partie de son histoire. Je crois qu'il ne faut pas demander ça aux Français. Ce serait un apparent soulagement. Nous demander ça serait un apparent soulagement et serait en réalité un poids terrible à porter. Alors, tant que je vous tiens, avant de terminer, on va dire un mot du Kosovo. Je lisais un papier l'autre jour où vous critiquiez Régis Debray pour avoir parlé de l'Amérique intérieure. Et vous disiez, c'est là où de temps en temps vous allez très vite et très loin, vous dites que ça vous est pensé à Valois, qui est le créateur du fascisme français, à Drieux-La Rochelle. Est-ce que le fait de dire que finalement on est par capillarité habité par l'Amérique, parce que voilà, ça date de la fin de la guerre, est-ce que le fait de remettre en question cette présence américaine, non pas les bases, mais dans nos têtes, est-ce que vous pensez que d'un seul coup, ça rapproche quiconque de Georges Valois ou de Drieux-La Rochelle ? Bien sûr que non, je ne disais pas ça. Mais je disais en revanche, et ça, Régis Debray est un intellectuel, donc il est tissé de mots. C'est un homme libre, comme moi, c'est notre substance. Amérique intérieure, dans l'histoire de l'idéologie française, c'est un concept très précis, en effet. L'idée que l'Amérique n'est pas seulement une région du monde, mais que c'est une région de la tête, que c'est une région de l'être, cette idée-là, elle a un acte de naissance dans l'histoire des idées, et elle charrie, qu'on le veuille ou non, avec elle, dans l'inconscient. Il y a un inconscient des langues politiques, il y a un inconscient de la raison politique. Les mots ont plus de sens que leur sens, c'est clair. Voilà, les mots sont plus lourds, en effet, plus chargés que ce qu'ils n'ont l'air de dire. C'est pas seulement des véhicules, ou en tout cas c'est des véhicules, le coffre arrière est chargé. Alors, quand vous parlez de la guerre en ce moment au Kosovo, vous dites que c'est une guerre juste. Alors évidemment, ce qu'on sera en droit de vous dire, c'est que si on part en croisade contre tous les tyrans de la planète et contre tous les pays qui en maltraitent d'autres, c'est la guerre ad vitam aeternam, parce qu'il faudra s'occuper des Kurdes, des Palestiniens, des Tibétains... Je suis pour s'occuper des Kurdes et des Palestiniens. Des Timorés, Timorés orientaux. Oui. Est-ce que vous ne croyez pas, la question est celle-là, est-ce que vous ne croyez pas que cette façon de vouloir exporter les droits de l'homme, ça correspond un peu finalement à ce qui s'est passé avec la colonisation, quand des gens bien intentionnés comme Jules Ferry ont voulu exporter dans le monde entier liberté, égalité, fraternité, et que c'est avec la canonnière que souvent on a imposé à des populations qui n'en avaient rien à faire les notions de liberté, d'égalité et de fraternité. Est-ce qu'aujourd'hui on n'est pas en train d'expliquer aux Serbes avec des bombardements qu'il faut qu'ils soient pour les droits de l'homme? Est-ce que c'est pas de l'européocentrisme ça, de vouloir que tout le monde adopte les droits de l'homme? Le
Premièrement, la colonisation, c'est pas les droits de l'homme qu'elle exportait, que je sache. Enfin, c'était la République française. On oui, voulait c'était pas les apprendre... droits de l'homme, c'était une citoyenneté de seconde zone où il y avait des gens qui étaient plus ou moins justiciables des droits de l'homme. L'ambition, c'était d'en faire des Français. On leur apprenait que L'ambition Vercingétorix, c'était leur ancêtre. On leur expliquait que Vercingétorix, c'était leur ancêtre et ils n'avaient pas le droit de vote, ou en tout cas pas comme des Français normaux. Donc on ne créait pas la République française une et indivisible, on créait une citoyenneté de seconde zone. Numéro 1. Numéro 2. Est-ce qu'on force les Serbes à être européens? Les Serbes sont européens. Moi, je pense que Belgrade... Je ne suis pas européen. Est-ce qu'on leur apprend pas les droits de l'homme de force en les bombardant? Est-ce que tout le monde a envie, sur Terre, est-ce que tout le monde doit vivre selon cette idéologie des droits de l'homme, ou est-ce qu'il y en a d'autres? Voilà, ça c'est une vraie question. Moi, je crois que les droits de l'homme, c'est mieux que la barbarie. Je crois que les peuples sont plus heureux, que les femmes africaines sont plus heureuses quand elles ne sont pas excisées que quand elles le sont. Je crois que les Kosovars sont plus heureux quand ils vivent dans leur village que quand ils sont déportés. Et je crois que les Serbes, à l'arrivée, comme les Allemands en 1944, ils seront mieux quand ils vivront dans un état de droit que sous la botte d'un tyran sanguinaire. Alors, pour finir, dernière question. À l'époque où vous avez, non pas été maoïste, il faut être clair, vous n'avez jamais été dans la gauche prolétarienne, comme Serge July, comme d'autres gens, mais enfin, vous avez flirté un peu avec le maoïsme, mais quand on vous demandait, je vous demandais il y a 10 ans, dans une autre émission, je vous disais, mais enfin, pourquoi avez-vous flirté avec le maoïsme? Et vous me disiez, bah oui, c'était la notion d'un avant et d'un après, c'est-à-dire on voulait, enfin, l'idée de Mao, et ceux qui pensaient un peu comme lui, c'était de casser en deux l'histoire du monde, en finir avec l'histoire du malheur. C'est-à-dire que cette idée qu'il y avait un avant Mao, un après Mao. Est-ce que maintenant, vous n'êtes pas encore en train de vous tromper? Est-ce que vous ne pourriez pas vous demander ça? Est-ce que vous n'êtes pas encore en train de vous tromper aujourd'hui, en voulant absolument à l'époque qu'il y ait un avant et un après? C'est-à-dire qu'il y a un avant droit de l'homme et un monde des droits de l'homme. Est-ce que ce n'est pas encore une grande illusion messianique de plus, comme le maoïsme a pu l'être? La grande différence avec l'époque maoïste, c'est que très franchement, sur ce terrain-là, je ne me pose pas des questions aussi compliquées. Je me pose des questions compliquées dans d'autres domaines, en philosophie, en littérature, mais pas là-dessus. Ma seule question aujourd'hui, c'est comment faire pour que les Kosovars rentrent chez eux? Comment faire pour qu'ils vivent en paix? Pour moi, c'est le seul problème. C'est un bateau pour le Vietnam. On fait des choses pratiques, oui. Oui, enfin, on sauve les gens. Et comment faire pour que les Serbes, qui méritent quand même mieux que cette espèce de pantin, de marionnette de soi-même, absurde et sanguinaire, comment faire pour qu'ils vivent dans un régime normal, pour eux en tout cas, et pour en général... Vous n'avez rien contre les Serbes? Bien sûr que non. Parce que souvent, quand on lit vos écrits, on a l'impression qu'il n'y a aucun Serbe qui trouve grâce à vos yeux, alors que... C'est pas vrai, non, non. Au contraire, j'ai eu de nombreuses occasions de dire le contraire. Je suis allé à Belgrade pendant la guerre de Bosnie, à l'époque où l'armée serbe bombardait Sarajevo. Je suis allé à l'invitation des étudiants de Belgrade, à Belgrade en 93 et en 94, parler dans des amphithéâtres d'étudiants, mais leur tenir le même langage que celui que je tenais à Sarajevo, bien entendu. C'est-à-dire, vos dirigeants sont des barbares. Très bien, merci. Voilà, je vous ai posé toutes les questions que je voulais vous poser. Donc, je rappelle le titre du livre, c'est Questions de principe numéro 6. Donc, ça c'est avec Salman Rushdie. Consacré donc à l'expérience. Vous le voyez encore quand même, Salman Rushdie, maintenant. Ça ne s'arrête pas à la fin de ce livre. Sûrement pas. Merci. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.